Bienvenue à l'Université TÉLUQ. C'est un projet, en fait, cette journée se situe dans le contexte d'un projet qui est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et c'est vraiment un projet qui vise un peu de recherche sur ce qui se fait dans les établissements, collèges et universités, établissements d'enseignement supérieur, mais aussi un projet de sensibilisation, en fait. Et l'idée, c'est de faire connaître les bons coups, les activités de certaines organisations pour inspirer les pratiques dans d'autres organisations. Dans un premier temps, on a fait une recension de ce qui existait dans les cégeps et les universités, donc parce que c'est enseignement supérieur, comme je le rappelle. Il y a un petit peu de conciliation au secondaire, mais très peu avec la famille. Ce sera plutôt travail-études, même s'il y a quelques cas quand même, notamment en formation continue ou technique ou professionnelle. Donc, ce projet-ci a commencé par un premier rapport pour documenter ce qui existait, mais aussi on a mis à jour, en fait, pour voir ce qui s'était fait depuis 2 ans dans les organisations. Donc, 2 rapports disponibles sur les mesures existantes dans les organisations, avec quand même une petite introduction pour poser la question et tout ça. Un autre élément que je veux souligner, c'est que c'est le premier de 2 événements. C'est ce qui est prévu dans le projet avec le ministère. Mais l'autre élément très, très important dans ce projet, c'est des projets pilotes. Et donc, on a 2 personnes ici qui sont engagées. Une, Martine, qui est engagée avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, mais c'est le cégep de Sainte-Foy qui va entamer, donc qui démarre le projet maintenant. La première des choses que je dois dire, la plus grande difficulté à l'UQAT, on a 7 centres et campus physiques, en plus de la formation à distance. Donc, lorsqu'on parle de déployer des actions, des activités, peu importe ce qu'on veut faire, on est dans un souci d'équité, d'égalité. Donc, rejoindre tous nos étudiants parents, ça implique de tenir compte de plein de variables. Donc, ça, pour nous, ça a été une réalité de dire, bien, ça va prendre plus de temps que ce qu'on avait prévu, mais on va le faire quand même parce que ça nous tient à cœur. Il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient de façon informelle. C'est très drôle parce que dans le rapport, vous le nommez qu'il y a justement des mesures informelles. On a commencé par là, des mesures informelles, des professeurs qui recevaient des demandes d'étudiants, d'étudiantes. Mon enfant était malade, je ne serais pas capable de remettre mon travail à temps. Est-ce qu'on peut s'arranger? Donc, c'est suite à ce constat-là qu'on a souhaité aller plus loin. Donc, la politique a été adoptée en avril 23. Ce qu'on souhaitait faire avec le projet pilote, c'était vraiment avoir la vie. Qu'est-ce que nos étudiants parents, qu'est-ce qu'ils ont besoin, eux? Qu'est-ce qui est important pour eux? Donc, on a mis sur pied un comité consultatif d'étudiants parents. La deuxième chose, c'est un accès gratuit à des activités. On a choisi de leur offrir des certificats cadeaux, des accès gratuits à des activités pour qu'ils passent du temps positif en famille. On n'a pas le stress des études. Puis l'accès, ce qu'on leur offre comme certificat cadeau, ça leur permet d'inviter quelqu'un de l'extérieur aussi pour reconnaître ce support-là qui est fait par l'entourage. Et la troisième action qu'on a choisi de mettre en place, je vais terminer avec ça, c'est de faire de la promotion pour la politique pour nos étudiants parents. En fait, on l'appelle la politique de conciliation famille-études, qui tient compte aussi, qui englobe un peu plus la réalité de proche aidance aussi, qu'on a tendance à oublier. On a fait des kiosques durant les activités de la rentrée. Justement, la clé, c'est d'aller chercher ces données-là, je pense. Parce que nous aussi, à l'Université Laval, je veux dire, comme je l'ai dit tantôt, on a un bassin de 50 000 étudiants. Sur ce bassin-là, on présume qu'on touche peut-être 25 qui peuvent être des étudiants parents. Ça comprend aussi les candidats adultes là, qui font des retours aux études. Là. Mais comment est-ce qu'on fait pour les rejoindre? Parce que les données, je ne les ai pas. Bien, tout d'abord, on a des services pour les parents aux études depuis environ 20 ans, mais la politique est venue seulement en 2021. Donc, voilà. Puis, les étudiants ont un code parent, les parents aux études. Ensuite, quand ils arrivent, on fait un dîner d'accueil où tous les services leur sont présentés. C'est un dîner qu'on fait 3 fois dans l'année pour être sûr d'avoir toutes les vagues d'étudiants qui entrent. On a des vignettes de stationnement aussi parce qu'on n'a pas assez de places de stationnement pour tout le monde. Donc, il y en a une trentaine qui sont réservées seulement pour les parents aux études, étant donné qu'ils doivent aller porter leur enfant à la garderie, à l'école et tout le matin. Ils ont un petit local exclusif, je dis petit, parce qu'on a environ 70 parents aux études cette session-ci. Ça va entre 70 et 100 d'habitude.
Et puis, on a un local qui est fort apprécié, mais qui peut pas contenir 70 personnes. Pour le projet pilote, justement, c'est qu'il y a 2 volets. Le premier, ce serait de mieux identifier toutes les données socio-économiques sur ces parents aux études-là, parce que j'ai pas beaucoup de choses, sinon le nom des enfants, leur âge. Bon, mais je sais pas si c'est des mères monoparentales, par exemple. Je sais pas si sont nouvellement arrivés au Québec, si c'est des nouveaux arrivants. Fait que le premier volet, ce serait vraiment de mieux documenter, d'avoir des meilleures bases de données pour prendre plus d'informations sur nos clientèles. Puis ensuite, le but, c'est de bonifier les services pour les mères qui sont immigrantes et les mères monoparentales. Donc, tous les services que je vous ai nommés tantôt, pour ces personnes-là qui vivent comme une double vulnérabilité, on va bonifier les services. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, en fait, moi, je me suis fiée beaucoup au cadre de référence en santé mentale pour voir est-ce qu'on coche pas mal partout ou est-ce qu'on manque un peu. Puis nous, au niveau des services de garde, c'est vraiment difficile. Fait qu'on a décidé de partir une banque de gardiens-gardiennes. Ça se fait au cégep de Limoilou. J'ai bien hâte de les rencontrer. Et dans le fond, c'est sur une plateforme. Les gardiens-gardiennes, ça va être des étudiants, étudiantes de techniques d'éducation spécialisées, des techniques d'éducation à l'enfance. Et les parents vont pouvoir accéder à la plateforme, faire une demande de gardien-gardienne, puis il va y avoir un jumelage qui va être fait, puis ils vont pouvoir avoir un service de garde comme ça. Alors, donc on reprend la session de cet après-midi avec les retours des personnes qui ont été en atelier. Vous avez eu un certain nombre de questions. On vous a demandé d'échanger là-dessus, de raconter un peu ce qui se passe dans vos organisations, etc., à partir d'une grille. Alors, on va y aller maintenant sur les retours. Alors, pour nous, pour le thème 1, qui était les mesures favorisant la conciliation famille, travail, études, alors, on avait une personne de l'ENAP qui soulignait qu'il y avait des ateliers qui étaient offerts aux étudiants sur des sujets en lien avec la conciliation travail-études, un journal bien-être également qui était disponible, promotion des services, des bourses offertes également au niveau de la persévérance parents-études, par le biais d'un concours. L'UQAM, tantôt ils ont parlé, mais l'aspect de la politique, aussi la reconnaissance, encore un apport social, la reconnaissance pour le comité parents, le groupe étudiant d'envergure, qui leur permet d'aller chercher des fonds. Fait qu'encore là, une reconnaissance auprès des directions, encore quelque chose de structurel qui ressort, qui était très intéressant, qui permet d'aller chercher des moyens. Au niveau du deuxième thème, donc les plus grands obstacles à la CFTE, c'est sûr que le manque de flexibilité parfois dans les horaires quand on est dans des programmes techniques, par exemple, qui finissent plus tard. Donc là, ça pouvait être plus difficile quand les nombres de groupes étaient insuffisants. Donc là aussi, c'était plus difficile. Où il y avait les horaires atypiques, encore une fois, avec ITHQ, pour qui c'est parfois plus difficile avec leurs programmes plus spécialisés et leur offre de cours. Donc des fois, ça venait vraiment difficile, en fait, de tout rallier ces programmes-là ensemble. On notait aussi que les politiques et les ressources financières, on voudrait idéalement qu'elles soient plus homogènes d'un établissement à l'autre. Moi-même, ayant 3 enfants dans 3 établissements d'enseignement supérieur différents, chacun fonctionne à sa manière. Donc, mieux gérer le retour aux études, bien, je pense que c'est de faire connaître d'abord et avant tout aussi toutes les ressources d'encadrement, ressources de soutien aussi qui sont là pour vraiment accompagner les étudiants qui vivent des réalités, parce que c'est souvent ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ne savent pas qu'il y a des services, ils ne savent pas qu'il y a des mesures, ils ne savent pas qu'il y a des ressources. Donc, c'est beaucoup de faire encore là l'éloge de nos ressources. Avoir une ressource dédiée pour les retours aux études, ça a été nommé également. Sensibiliser aussi à la réalité étudiante. Donc, lorsqu'on fait un retour aux études, qu'est-ce que ça va impliquer comme charge de travail? Surtout pour les étudiants de première génération qui ne réalisent pas nécessairement qu'au-delà des heures de cours, il y a aussi du travail qui est à faire en amont, que ce soit au cégep ou à l'université. Là, c'est les mêmes réalités qui ont été nommées. Et suite à ça, on a aussi parlé d'un bootcamp pré-session. Remue-ménage. Donc, on a quand même émis quelques idées intéressantes. On parlait d'avoir une loi cadre dans nos établissements, comme il y a eu pour les VAX et la santé mentale. Tant que ce n'est pas imposé non plus d'en haut, nos établissements, ça reste à géométrie variable.
selon le bon vouloir de ceux qui sont en poste de pouvoir. Donc, on voudrait des lois cadres qui obligent nos établissements à se pencher sur la question de la conciliation famille, avoir des arguments économiques pour convaincre à plus long terme, parce que c'est payant pour nous socialement que les femmes, principalement, poursuivent leurs études et réussissent et aient des diplômes. Et puis, on parlait aussi que pourquoi c'est si facile pour nos étudiants athlètes d'avoir plein d'accommodements? Fait que nous, on a un souhait qu'on veut les mêmes accommodements que nos étudiants athlètes. La question des athlètes revenait aussi. Tantôt, je riais quand c'était dit, là. Oui, donc ça démontre aussi, encore une fois, le côté performance, le côté comment parler à nos institutions pour qu'ils valorisent. Oui, bien, c'est un peu ça. Ça revient à la question de la productivité, sortir de ça. Donc, la question des modèles est importante aussi. Là, que les enfants se promènent, on en parlait, que c'est le fun quand il y a des enfants. On parlait aussi quand il y a eu la grève. Nous, il y avait plein d'enfants dans l'école, à l'UQAM aussi. Puis ça amène un aspect de, ben c'est ça, la vie. Par rapport au thème 4, les enjeux de l'approche aidance. Alors, c'est d'élargir les perspectives dans des tables de concertation et de communautés de pratique. Ce n'est pas un thème qu'on entend encore beaucoup. Le rôle porté par les proches aidants peut être lourd, complexe et souvent confrontant. Donc, je trouve que le fait d'avoir à la fois, dans certains cas, des politiques, d'avoir une identification des personnes, ça aide. Parce que les gens veulent souvent bien faire, mais on sait très bien que toutes les personnes ne sont pas toujours motivées. Donc, je vais conclure là-dessus. Je vous remercie vraiment pour ces comptes rendus-là. Vraiment, c'est très riche. Je pense que ça nous rappelle d'ailleurs le fait qu'on soit spontanément passé vers l'approche aidance. Moi, j'ai commencé à travailler, je travaillais sur la conciliation emploi-famille, parentalité. D'autre part, les personnes vieillissantes, l'approche aidance. Puis à un moment donné, tout ça, ça se rejoint. Et on finit par parler de la conciliation, vie personnelle, professionnelle, tout au long de la vie, tout au long du parcours de vie.